Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, nous sommes avec un écrivain talentueux et prolifique, le professeur Maxime Somé. Bonsoir. Bonsoir, M. Knido. Maxime Somé, vous êtes un écrivain francophone d'origine burkinabèse, si on peut le dire ainsi. Oui, c'est important de le préciser. Vous êtes né à Thiès, au Sénégal, ce qui n'est pas courant pour les non-sommés. Et vous êtes aussi éditeur, Oui. puisque vous avez la maison d'édition GEL. Oui. Et vous êtes diplômé en lettres et vous enseignez d'ailleurs cette discipline ici au Burkina. Exactement, linguistique. En linguistique. Oui. Et vous avez été aussi, entre-temps, ministre. Oui, c'est la vie. On change des activités et puis on reprend le courant normal de la vie. Ouais. Certains l'oublient parfois. Tout à fait. Et vous avez publié près d'une dizaine d'ouvrages, à commencer par Bouffe mortelle, un recueil de nouvelles en 1999. Vous avez aussi publié Le Prédateur du Sud en 2000 aux éditions Melbook à Yaoundé et La Métamorphose des Ita en 2001. Politique éducative et politique linguistique en Afrique à l'Harmattan en 2003 et Contes du Burkina Faso pour mes trois filles en 2006 aux éditions l'Harmattan. Et ce soir, nous parlons de L'ombre de la vie. C'est un roman que vous avez publié en 2003, si je m'abuse. Oui, c'est ça. Aux éditions l'Harmattan GEL, édition. Édition. Oui. Et le livre a eu le prix du Salon du Livre en 2006. Oui. Ça part d'une actualité, l'actualité africaine est marquée par l'urbanisation, mais aussi marquée par l'inadéquation du système éducatif qui déverse des milliers de jeunes dans les rues des centres urbains. Et ça raconte l'histoire de Joël, un jeune cireur qui, dans les déboires, finit par se retrouver en prison. Et en prison, beaucoup de choses se passent. Mais d'abord, on va revenir un peu sur votre lieu de prédilection qui est la ville, où vous nous racontez un peu les difficultés qu'on peut avoir avec l'urbanisation, si on peut le dire ainsi, l'urbanisation sauvage, si on peut le dire, si ce n'est pas bien maîtrisé. Non, généralement, comme on n'a pas de littérature tout à l'heure, il y en a qui aiment dire l'écrivain a voulu dire ceci, etc. Puis il y a des enseignants en littérature qui disent non, non, l'écrivain n'a voulu rien dire. Je vais vous avouer quelque chose, c'est vous qui m'éclairez ce soir. Je n'avais jamais fait attention au cadre. D'accord? Vous avez lu beaucoup de mes ouvrages, vous m'avez fait remarquer que la thématique de la ville, de l'urbanisation, et puis j'ai réfléchi, puis vous avez raison, effectivement, mais sinon, au moment où j'écrivais tout ça, je n'ai pas fait attention que je décrivais la ville, que je m'apprenais, je fais de l'écologie avant l'heure où les problèmes que les villes se posaient. Non, non, il faut être honnête, je n'avais pas. Mais en réfléchissant, c'est vrai, c'est des questions. Parce que les villes ont apparu dans notre zone, comme dirait Georges Balandier, comme des propres aspirantes, comme dans les campagnes. Et on fait croire que les villes vont se développer. Donc beaucoup de jeunes désertent et puis vont dans les villes, c'est pas aspirant. Donc c'est ça les problèmes. Et puis au détour comme ça, si j'ai un roman, je me promène et puis bon, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend comme envie de me faire tirer mes chaussures, je tombe sur un jeune et puis personne ne fait attention à lui, donc je reste, je discute avec lui. Puis c'est là né ce roman en fait. Oui, un jeune cireur. Cireur. Et à partir de la lucarne de la vie de ce jeune cireur, vous nous ouvrez sur la vie de ce jeune millier de personnes, des milliers de jeunes en Afrique et peut-être dans un pays imaginaire qui peut ressembler au Burkina Faso, où vous nous racontez un peu les aventures et les mésaventures de cette jeunesse désemparée, de cette jeunesse qui se cherche. Oui, c'est ça, parce que j'aurais pu passer comme ça à travers, comme tant d'autres jeunes qu'on voit, et puis on les regarde avec mépris, mais je n'avais pas envie de faire ce que Cyril je suis, mais c'était un prétexte pour échanger avec lui, qui nous parle, et de là,
on parle de la ville, qui est un prétexte, parce que les gens pensent que les villes là, sont si différentes au sud du Sahara. Or, les problèmes qui se posent sont identiques. Donc, ensemble, si on réfléchit, on peut trouver des solutions. Les problèmes sont identiques que ces jeunes-là rencontrent. Nos cadres, les cadres de la ville, etc., les problèmes que ce soit l'urbanisation sauvage qu'on a après tout ce qu'on appelle les bidonvilles, les pieds, etc. Ces jeunes, le soir, ils dorment où? Bien, c'est ceux qui deviennent des voleurs, etc. Mais est-ce que c'est... Je n'ai pas dit que c'est normal, mais la société est responsable à quelque part. Voilà un peu. Professeur Maxime Somé, dans l'ombre de la vie, vous nous faites voir des expériences humaines, douloureuses, mais aussi vous nous faites découvrir des visages empreints d'humanisme, des rencontres heureuses. Et cela se passe en prison. Mais avant de parler de la vie carcérale, qu'est-ce qui a pu bien conduire Joël en prison? C'est ça justement. C'est l'espoir. Joël, sans trop dévoiler. Joël, d'abord, pourquoi il était sireur? Parce qu'il avait un rêve. C'est emmagasiner beaucoup d'argent. Et aller à l'aventure. Vous voyez, les livres d'actualité, toujours, on a beaucoup de nos frères qui meurent dans la traversée, que ce soit du désert ou dans l'eau. Donc Joël, c'était ça aussi son rêve. Donc les gens ont fait miroiter. Il pouvait avoir le visa, etc. Et il a mis toutes ses réserves d'argent. Il a tout perdu. Puis on a dit non, tu peux gagner aussi d'argent encore en se retrouvant au niveau d'une bande. Première expérience, il ne connaît pas, il s'est fait prendre. Donc, comme c'est le spécialiste, les autres sont partis, le pauvre Joël se retrouve en prison. Voilà. Et en prison, il va rencontrer des prisonniers, oui, mais aussi il va rencontrer des hommes de foi. Oui, parce qu'en prison, forcément, on pense que tout le monde est méchant là-bas, mais parfois il y a une solidarité qui naît. Parce que j'ai dit qu'ils se connaissent, ils ont vu cette face d'ange, ils se disent celui-là, il ne doit pas être des nôtres. Il est égaré. Donc, soit on l'endurcit quand il va sortir, ou bien on essaie de l'aider pour qu'il s'en sorte. Et c'est ça dans sa voie. Il rencontre un aumônier des prisons, le père Jean, qu'ils appellent Papa Yaya, voilà. Et puis, il essaie de comprendre son histoire. Et voilà, donc la première chose qu'il va faire, il dit, bon, on va essayer de l'enlever de cette prison, le promener dans une prison d'éducation où il va apprendre un métier. Il y a eu la réinsertion. La réinsertion, voilà un peu. Ce qui est intéressant, professeur Somé, c'est cette relation entre le père Jean, qui a quitté son confort occidental pour se retrouver en Afrique, dans une prison, pour redonner de l'espoir à peut-être des marginaux dans la société qui semblent l'avoir perdu ou qui, par un certain nombre d'actes posés par les hommes, se sont retrouvés finalement privés de la liberté. Oui, nous avons parlé de la thématique de la ville. C'est une de nos thématiques aussi, la question des responsables religieux, ce que nous avons connu, des gens qui quittaient l'Occident, laissaient leur confort pour venir. Et nos séminaires qui ont produit des prêtres qui vont plutôt en Occident aujourd'hui, pas faire le même optique, c'est pour ça que dans un autre roman j'ai traité cette question, mais ici j'ai voulu montrer ces prêtres qui a tout laissé et qui était à la limite du roman, vous lisez, il y a un certain mysticisme à lui. Exactement, un personnage mystérieux. Oui. Mais il ne voulait pas qu'on parle de ce côté mystérieux. Voilà, donc, vous voyez, donc, ce jeune homme perdu rencontre ce jeune homme qui lui raconte son histoire. Et c'est là qu'ils vont commencer à voir comment faire pour le sauver. Il arrive à quitter cette prison pour aller dans une autre prison, pour se retrouver dans un processus de réinsertion socio-professionnelle. Oui. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que Dobé, qui était l'ami de Joël, oui, qui l'avait trahi, oui, dans leur vie de délinquance, va être récupéré par Joël. Oui. Et là, on voit la force du pardon, oui, la force de la rédemption. Oui. On passe de la prison à la rédemption. Oui. C'est ça qu'on n'est jamais perdu totalement. Si on a cette force du pardon, surtout si
on a chuté soi-même et que des gens nous ont aidés pour qu'on se redresse, pourquoi quand quelqu'un nous trahit, on doit être dur avec lui? Donc, on a cette capacité du pardon-là. Je crois que ce que Joël a compris lorsqu'ils ont lancé ce nouveau site, hein, ce village idéal à la Voltaire. Et il s'appelle Kalalafi. Voilà, donc il a pardonné à Robé et les travaux ont continué. Voilà, mais il y a eu d'autres défis, on viendra dessus. Exactement. Il y a eu l'amitié, la force de l'amitié, Ouais. mais il y a eu aussi l'amour. Voilà. L'amour où Joël, qui s'amourache de la fille du vieux. Voilà, c'est ça aussi qu'on dit, le bon roman, les ficelles, c'est l'argent, l'amour et puis le pouvoir. Bon, donc, il a l'argent maintenant, donc il fallait l'amour pour terminer. Et là, c'est comme ça, comme toujours, d'histoire gratuite, une panne, puis voilà, un monsieur avec sa fille, il les amène et puis il essaie de ne pas, parce qu'il voulait se concentrer à la construction du village, il refusait d'admettre qu'il y avait cette flamme qui brûlait en lui. Et vous voyez, c'est là qu'il a organisé une grande fête pour le village, tout le monde était en joie. Il lui dit, bon, je vais me retirer, marcher un peu. Il dit, il ne sait pas que le chemin qu'il avait pris, c'est là que son problème s'est trouvé devant lui. Et peut-être aussi son bonheur. Oui, c'est parce qu'il fuyait. Oui. Mais là, c'est le bonheur, parce que là, il retrouve aussi, il rencontre la fille, dans cette solitude comme hasard. Et la description que vous faites de cette scène, professeur Soumé, c'est assez d'une certaine justesse qui s'apparente comme un peu un tableau qu'on vous met en face et que on voit en train de peindre où le moindre détail. Non, vous êtes tout à fait. Voilà, vous avez tout à fait raison. Je disais que quand j'écris, je ne fais pas attention, mais il y a deux personnes qui ont tiré mon attention dessus. Il y en a qui m'a dit, j'ai l'impression que c'est un film que je regarde quand je lis vos romans. L'autre m'a dit, c'est un film, quand je commençais, si je n'ai pas fini, c'est comme je regarde le film, je n'ai pas fini. Ça fait plaisir de savoir qu'on peint. Donc, je m'inspire, j'allais dire, de ces peintres, ces écrivains réalistes, etc. Donc, dans le détail, effectivement, que ça capte le lecteur. Voilà, un peu, vous avez juste. Et par rapport au thème que vous abordez, professeur Sommé, il y a d'abord le thème de l'amitié que nous avons évoqué, mais bien plus, il y a le thème de l'altruisme. Oui, finalement, c'est ça. Si notre vie sur Terre, nous ne comprenons pas qu'il y a l'amitié, l'amour, l'altruisme, on ne peut pas être heureux soi-même. Si on développe cet altruisme-là, quel que soit le problème, c'est jamais facile. Parce qu'on peut être trahi à tout moment. On dit que bon, la société, ça ne vaut plus le coup. C'est important, cette thématique-là, c'est essentiel. Parce que c'est ça finalement notre vivre ensemble, si on peut. Et justement, ce qui est intéressant, à travers le personnage du père Jean, Papa Yaya, pour les prisonniers, vous nous montrez que les rencontres humaines sont simplement formidables. Au-delà de la couleur de la peau, au-delà de ce qu'on peut avoir comme ressenti, au-delà de ses origines. Vous nous appelez à un formidable amour, pour ne pas dire un humanisme désintéressé. Si voilà, c'est ça. Parce que si c'est intéressé, il n'y a plus de sens parce qu'on cherche quelque chose. Mais cet humanisme-là, c'est-à-dire que, comme on aime le dire, on n'est pas supérieur, qu'on soit blanc, noir, jaune. Mais si nous pensons le nez de chacun pendant 5 minutes, on n'a plus d'oxygène. On ne peut pas tenir. Ce qui veut dire qu'il y a ce carburant essentiel qui est l'oxygène qui nous unit tous. Ça veut dire qu'on est semblable finalement. Donc, au-delà de la couleur de la peau, on doit comprendre qu'on est pareil. Et si on n'arrive pas à transcender cela, quelle que soit la religion, la couleur, la peau, on pense qu'on est unique, on est pareil. Et c'est ça qui est essentiel. Et un peu comme dans la logique de votre ouvrage publié en 2003, Politique éducative et politique linguistique en Afrique, on se rend compte que la question de l'éducation est comme une obsession pour vous. Quand vous évoquez le thème de la délinquance, on a comme l'impression que vous fustigez sans le dire
un certain nombre de politiques à l'attention de la jeunesse, à l'attention de la frange jeune de cette société qui n'ont pas pu prendre en compte toutes les préoccupations, je dis bien toutes les préoccupations de cette jeunesse africaine. Ce n'est pas la jeunesse en tant que telle, ce sont nos générations, ce sont les hommes politiques. Regardez les pays asiatiques pour se développer, ce n'est pas forcément l'industrialisation dès le départ, mais ils ont mis le paquet sur l'éducation. Et c'est après ça qu'ils ont lancé leur développement. Et la Corée du Sud, on commence par dire, simplifions le coréen pour que tout le monde puisse l'écrire, et après, ils sont partis. Dans nos politiques, que ce soit d'éducation, de formation, en Afrique, on n'a pas travaillé sur ces questions-là. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la jeunesse a des problèmes. Vous avez dit que 4 ans de ma vie, j'ai occupé des fonctions. Là, quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai constaté? Sans faire de critique, comme vous me tendez la perche, 1960, en 2007, il n'y avait que 9 établissements d'enseignement technique qui étaient disponibles. En 4 ans, nous avons fait construire 11. Comment on veut former la jeunesse, l'aspect technique, professionnel, si on ne met pas l'accent sur ça? C'est ça, vous avez raison. Donc ce n'est pas les jeunes parce qu'ils ne sont pas formés. Dans les pays anglophones, on fait autrement, ils s'en sortent mieux que nous. Donc c'est une obsession, vous avez raison. Donc l'échec des systèmes scolaires dans nos pays est une obsession pour vous et vous estimez, à travers l'histoire de Joël et de sa réinsertion sociale, qu'on peut bel et bien avoir une vie de délinquant, mais bien plus être un homme exemplaire plus tard. Ah oui, chacun de nous peut avoir chuté, on peut tomber, mais on peut toujours réussir après. Si on reconnaît qu'on est tombé, puis on se relève, on a une volonté, on peut reconstruire. On n'est pas condamné. Il y a toujours une possibilité. Quelqu'un nous tendra la main pour qu'on se relève et faire quelque chose. Pourquoi quand c'est des adultes, des hommes politiques, parce qu'ils ont fait un faux pas, ils sont passés par la case prison et qu'ils ont la chance de réussir. Quand c'est un jeune qui passe, il y a ce regard très dur de la société sur lui qui ne doit pas réussir. Il a payé à la société, privation de la liberté, il a passé. Mais on doit lui donner une chance pour qu'il réussisse. On ne doit pas faire un truc à 2 vitesses. Regarde dans la vie. Vous avez des hommes politiques, pour une raison X. Ils sont passés par la case prison. Mais si vous regardez, ils ont repris un parcours, ils ont réussi. Pourquoi pas un jeune qui, pour des raisons, parce qu'on ne l'a pas éduqué, parce qu'il a été tenté par des expériences mauvaises, qu'il a chuté. Mais on a ces regards durs de la société sur lui qui ne le condamne à jamais. Donc qu'est-ce qui reste? C'est retourner encore dans la délinquance. On peut faire échapper à ça. Voilà. Il y a aussi votre style, professeur Sommet. Quand on prend les descriptions, on a comme l'impression, je l'ai dit tantôt, que vous avez l'obsession du détail. C'est comme si le narrateur veut contaminer d'émotions, de sentiments, le lecteur, et il le transporte dans des lieux comme s'il y était à travers ces descriptions. Donc cette force détail dans le descriptif que vous avez, est-ce que pour vous, ça a un sens? Oui, ça a un sens. C'est quelqu'un qui prend la peine d'acheter votre ouvrage. Il a envie de voyager. Mais que ce soit dans son salon, dans le car, il voyage, ou là où il est assis, il est en train de lire. Vous devez le transporter dans des endroits qu'il est en train de rêver, qu'il ait ses visions. Voilà, c'est pour ça la description, ça lui fait plaisir. Il a l'histoire, mais il y a des images aussi plein la tête. C'est un contrat et c'est important qu'on partage ça avec le lecteur. Et le livre aussi a cet ancrage culturel et social. Quand, par exemple, à la page 43, vous dites à cet instant, un des gardiens, confortablement installé à l'avant-droit du véhicule, se mit à fredonner pour plaisanter avec le chauffeur. À s'en coincer, ça coince, et ça boue, ça boue. Nerveusement, le chauffeur l'interromput. Mec d'alors,
laisse-nous traverser d'abord les deux villas. Tu vas nous porter la poisse. On voit ici que le dialogue met en scène des histoires qu'on connaît aussi dans ce pays. Oui, dans ce pays, voilà, c'est ça. C'est un clin d'œil à ceux qui veulent écrire un français du type académique qui peut aller à Montréal, à Paris seulement. Aujourd'hui, 300 millions de locuteurs francophones, mais le français ne peut plus être unique que celui qui parle de l'Hexagone. Il y a des couleurs locales. Il faut qu'on l'accepte, notre façon de parler. Hein. Et notre langue fait que quand on parle français, il y a des transformations. Donc, quand vous avez prononcé ce mec d'alors, là, vous comprenez bien que le R, comment. Donc, c'est ça, il faut qu'on l'accepte. Parce que ceux qui pensent qu'il faut être puriste, là, non. La langue, c'est un ensemble d'emprunts, et que vous avez souligné, cet ensemble d'emprunts permet aussi de faire ressortir la culture locale. Voilà. Une langue, c'est une culture. Voilà, c'est pour cela que faut ce clin d'œil. L'ombre de la vie, est-ce que la vie elle-même n'est pas une prison? Voilà, la vie même, c'est dès qu'on vient au monde, c'est un combat. Et Joël peut être monsieur tout le monde. Oui, ça peut nous arriver. Tout un chacun. Tout un chacun. Une expérience malheureuse, on se retrouve de l'autre côté. Et c'est monsieur tout le monde. Donc, c'est pour ça que chacun, nous devons apprendre à faire très attention pour ne pas se retrouver sur ce couloir-là ou à l'ombre de la vie là. Voilà. Vous avez raison, c'est monsieur tout le monde. Le livre est sorti en 2003 et en 2006, vous avez reçu un prix littéraire, celui du salon du livre. Oui. Et à l'époque, certainement que c'était une joie pour vous, mais en même temps un couronnement de toute une carrière littéraire. C'est une grande joie quand on écrit. Voyez-vous, j'avais donné ça à une dame professeure, Burkina ici, j'étais en Europe encore à l'époque, de lire, et puis après je l'ai appelé, dit bon, ben, qu'est-ce que vous pensez de mon livre? Elle dit bon, ben, j'ai dit bon, c'est pas agréable à lire, hein. Si vous êtes tombé les mains. Il dit, bon, en fait, c'est ça. Ça me plaît pas. Okay. C'était novembre, décembre. Et je pense, 2-3 janvier, je rentre dans ma boîte aux lettres, je vois une enveloppe, un chèque et puis votre prix à obtenir un livre. Quand c'est sorti après, la même temps m'appelle que non, le livre est intéressant, etc. Vous voyez que j'étais découragé, ça par contre. J'ai dit non. J'ai dit, il ne faut pas lire un livre parce que ça a obtenu un prix. J'ai dit, vous étiez parmi les premiers à qui j'ai donné le livre. Vous m'avez dit que ce n'est pas intéressant. Donc j'étais très satisfait. Vous avez raison d'obtenir un prix, plus un chèque à côté. Oui, vous avez des projets. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes investi, pleinement investi dans la vie académique, dans plusieurs universités dans le pays. Oui. Mais l'aventure littéraire ne s'arrête pas pour autant. Non, ça ne s'arrête pas. C'est une maladie, c'est un virus. Ça ne s'arrête pas. J'ai des écrits qui sont en stand-by, là, que je reviendrai vous voir, sans doute, avec des nouveaux. La nouvelle, vous avez fait le conte, vous avez fait le roman, voilà, peut-être la poésie. Si, j'ai des écrits en poésie, mais c'est trop intime, c'est pas que je ne veux pas publier. Je reviendrai avec des nouvelles. Sinon, j'ai des écrits en poésie, j'ai des poèmes. Quand je relis, c'est trop intimiste. Professeur Maxime Somé, je retiens de vous un formidable ouvrage que vous avez publié en 2000. Les prédateurs venus du Sud, où vous avez des rapports assez ambigus avec l'Église catholique. Mais en fait, ça, ce serait dans un autre chapitre. Merci d'être venu partager le contenu de votre roman avec nous, L'ombre de la vie, publié aux éditions L'Harmattan, mais aussi aux éditions GEL, que vous présidez, je crois. Oui. Non, mais c'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps parce que vous êtes beaucoup sollicité et puis vous m'avez sélectionné et puis que je vienne partager cette expérience d'écriture et puis avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci d'être venu. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.